Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du Journal de la Rédaction. Nous sommes le mardi 12 janvier 2021, au sommaire ce soir. Direction Bonneville pour débuter ce journal. Ce mardi matin, les premières vaccinations ont eu lieu à l'EHPAD Peter Schmidt qui accueille 80 résidents. Une douzaine d'entre eux a été vaccinée contre la Covid-19. Pour ces personnes âgées et dépendantes en première ligne face à la propagation du virus, cette étape est primordiale. Reportage complet dans ce journal. Et puis nous irons en Savoie, à Albertville, pour voir comment les gérants de salles de sport vivent cette période de fermeture administrative. Alors qu'un rassemblement national avait lieu ce mardi à Paris, nous verrons qu'en Savoie, on préfère l'adaptation à la manifestation. Mais avant de développer ces titres, vous avez pu le constater, un important épisode neigeux est en cours sur la Haute-Savoie et la Savoie, qui ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Cette nuit, on attend 2 à 5 cm en pleine sur le Genevois et l'agglomération d'Annecy. Jusqu'à 20 cm sont attendus à 1000 mètres d'altitude et Météo France prévoit 30 cm à 2000 mètres. Les chutes de neige seront plus importantes dans la vallée de l'Arve. Les précipitations devraient se poursuivre dans la journée de mercredi avec une limite pluie neige vers 600 mètres à l'intérieur du massif. Les préfectures de Haute-Savoie et de Savoie appellent donc à la plus grande vigilance, que ce soit sur les routes des départements ou en montagne, où le risque d'avalanche est évidemment élevé. Vous le savez, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré il y a maintenant une semaine en Haute-Savoie. Les personnels soignants et les personnes âgées sont en première ligne pour recevoir les premières doses d'un vaccin tant attendu. Ce mardi matin, les premiers résidents de l'EHPAD Peter Schmidt de Bonneville ont été vaccinés. Marine Schneider y était, on regarde son reportage. On prélève et on injecte le vaccin. Je vous aide un petit peu. Vous avez 2 hommes pour vous occuper de vous. Ouh, C'est magnifique. tiens, il y a une guêpe qui est passée par là. Ah, C'est ça? je sais pas, oui. Vous l'avez pas senti? Non. Non? Voilà. Un geste simple, mais loin d'être anodin pour les résidents de cette EHPAD qui reçoivent leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Sur les 80 pensionnaires, ils sont déjà 12 à être vaccinés aujourd'hui par le vaccin Pfizer. D'autres suivront selon le protocole sanitaire. Cette population qui est la plus fragile, donc commencer par les aînés, des résidents qui sont avec beaucoup de comorbidités, de pathologies, et certains résidents n'ont plus de réserve, ont un petit poids, donc il ne leur faut pas grand-chose pour décompenser et que ça se finisse d'une façon dramatique. Pour recevoir le vaccin, les résidents doivent répondre à au moins 2 critères, être négatif ou avoir contracté un Covid il y a au moins 3 mois et être volontaire, ce qui demande un peu d'organisation. Donc, les résidents qui descendent, ce sont des négatifs. Donc du coup, il n'y a pas de difficulté ou de risque de contamination puisque les positifs de moins de 24 jours sont actuellement sous une période d'isolement avant de pouvoir retrouver également la collectivité. Après l'injection, les résidents restent en observation pendant 15 minutes afin de repérer d'éventuels signes d'allergie ou d'effets indésirables. On peut avoir des petites courbatures, des maux de tête, un petit train fébrile, une petite rougeur au point d'injection. Bon, voilà, c'est ce qui est le plus fréquent. Ensuite, les résidents regagnent leur chambre, raccompagnés par le personnel soignant. Ils devraient recevoir leur seconde dose dans 3 semaines, voire 6 si le gouvernement élargit sa campagne de vaccination. Après 7 mois de fermeture administrative, les gérants de salles de sport via le collectif Touche pas à ma salle appelaient à la mobilisation ce mardi devant l'Assemblée nationale à Paris. Un rassemblement assez peu suivi par les gérants savoyards qui préfèrent s'adapter et relativiser. Emmanuel Jaude et Leslie Muraton se sont rendus ce matin à Albertville pour rencontrer les acteurs de la filière. Reportage. Parmi les sinistrés de la crise sanitaire, les salles de sport sont toujours aujourd'hui sous le coup d'une interdiction de recevoir leurs adhérents. Une décision qui a forcé de nombreux établissements à fermer leurs portes. Pourtant, bien loin de tomber dans l'illégalité, certaines enseignes ont choisi de s'adapter plutôt que d'aller manifester. On peut aller manifester, mais si on n'est pas écouté, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut mieux patienter, serrer les coudes et puis essayer de penser à l'avenir et d'anticiper la future ouverture. Nos clients qui sont sympas, solidaires, donc les aides plus la solidarité permet de pérenniser la structure. Au jour d'aujourd'hui, on prête du matériel. Donc pour qu'ils puissent suivre nos cours en live. Il y aura des reports d'abonnement, il y aura des gratuités sur les autres activités comme le squash ou la balnéo. Donc bien sûr, ils nous ont accompagnés, aidés, on va leur offrir dès l'ouverture, dès qu'on le pourra. Avec moins 25% d'adhérents depuis octobre, chez Magic Fitness, on a donc d'abord choisi de fidéliser sa clientèle. Mais pour certains, la poursuite de l'activité passe davantage par un changement de stratégie, et notamment via l'accueil d'un public plus spécifique.
Alors la salle elle ouvre pour un public qui est prévu à cet effet, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des brevets d'État, toutes les personnes qui sont là pour développer leur qualité opérationnelle, donc gendarmerie, pompiers, tous ces corps de métier, toute la partie sportive de haut niveau également. Donc voilà, et puis les personnes qui ont la nécessité médicale de pratiquer, donc pas la petite maladie qui va bien, mais vraiment des affectations de longue durée, quoi. L'idée, c'est tout simplement qu'effectivement, je pense qu'on a des choses à maîtriser à notre niveau et que simplement aller marcher dans la rue, ça ne va pas changer ce qui se passe en haut. Donc à un moment donné, c'est soit ça bouge et on va au carton, soit voilà, marcher ne servira pas à grand-chose. Bien déterminé à tirer le meilleur de cette crise, c'est donc avec une certaine philosophie que ces gérants de salles de sport abordent cette nouvelle année. Un état d'esprit positif et ambitieux, propre aux sportifs et qui pourrait donc permettre, à terme, de tirer son épingle du jeu dans un contexte bien compliqué pour cette filière. Et puis toujours en lien avec la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques, les collectivités continuent de débloquer des fonds pour soutenir les différents domaines d'activité. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de voter une aide de 855 000 € pour les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Ces crédits permettront notamment aux producteurs régionaux de développer une vision stratégique. L'exécutif régional a également créé son premier fonds d'aide à la création de jeux vidéo. Une enveloppe de 800 000 € est donc destinée à différents studios de la région. L'entreprise annécienne Hyperfonction fait d'ailleurs partie des bénéficiaires. Et puis encore plus localement, le conseil départemental de Haute-Savoie a choisi, lui, de soutenir le monde du sport, particulièrement touché par la crise. 4 millions d'euros, dont 3,6 seront consacrés à la construction et à la réhabilitation d'équipements sportifs. Sont notamment concernés par ces rallonges la piscine des Marquisats, la Fédération française de ski ou encore la nouvelle base départementale de tennis à Régnier. C'est l'heure de passer à notre série et cette semaine, Jean-Paul Crespy s'est intéressé aux épiceries qui se sont révélées indispensables pendant le premier confinement. Aujourd'hui, force est de constater qu'elles jouent encore un rôle très important dans les campagnes des Pays de Savoie. Première rencontre ce soir avec Christine, épicière itinérante du réseau Terre Frais. Une fois par semaine, elle parcourt les routes départementales pour approvisionner celles et ceux qui sont les plus éloignés des commerces. C'est un reportage de Jean-Paul Crespy. Chaque jour, le petit camion de Christine sillonne les routes de campagne et de certaines agglomérations du département. Au volant de son épicerie ambulante, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle rejoint ses points de passage habituels, une fois par semaine, pour s'arrêter à la porte de celles et ceux qui lui ont exprimé le besoin de bénéficier de ses services. Attendue par les plus âgés, souvent isolés, elle leur propose plus de 200 références. Produits frais, yaourts, fromages, légumes, fruits, produits de beauté et d'entretien. Plus qu'une épicerie multiservice, Christine apporte avec elle sa bonne humeur et son sourire, transformant le temps de la rencontre en un échange entre amis. La satisfaction que j'ai, c'est quand j'ouvre le haut-vent, de faire voir ce que je peux proposer en fait à mes clients. Et puis alors après, c'est vrai qu'on les voit heureux, en fait, contents de pouvoir faire leurs courses eux-mêmes. Moi, j'ai des clients qui me disent, franchement, qui sont vraiment heureux de nous voir arriver et qu'en partant, ils me disent « Et à lundi, vous venez bien, à la semaine prochaine ». Pour certains clients, on est avec le facteur la deuxième personne qui voit de la journée. Donc oui, certainement qu'on casse un peu cet isolement. Séduite par l'idée de l'épicerie ambulante, une idée qui n'a pas d'âge, Christine a quitté son salon de coiffure pour s'investir dans une vie qu'elle souhaitait plus animée. Travail égale plaisir. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me croyez ou pas, je ne sais pas. Pour moi, ce travail égale plaisir. Et puis, c'est le service de vente directe. J'aurais jamais pu faire de la livraison, ni des prises de commandes, en fait. C'est le fait qu'on soit vraiment en direct avec la personne. Elle découvre le camion quand on ouvre le haut-vent. Elle voit tous les produits qu'on peut proposer. Et ça, pour moi, je suis vraiment séduite par ça, quoi, c'est sûr. Commerçante ambulante, Christine bénéficie en appui du réseau Terre Frais, présent sur 7 départements en Rhône-Alpes, dont la Savoie et la Haute-Savoie. À ce jour, 8 camions rattachés au réseau sillonnent les routes de campagne pour combler le vide créé au fil des années par la disparition des commerces de proximité dans les communes rurales. Vécue comme un véritable défi, l'épicerie itinérante affirme désormais son identité singulière en remplissant sa mission, une mission de service public. On passe à notre invité du jour et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Gallet. Bonsoir, installez-vous.
Vous êtes le président de la FPI des Alpes pour Fédération des promoteurs immobiliers. On va parler avec vous d'une nouvelle association qui s'appelle les acteurs de la construction en Savoie-Léman. Mais avant, un mot sur la situation actuelle. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être promoteur immobilier? Bonsoir Sébastien. Bah, écoutez, on essaye de faire face à tous les challenges qui s'opposent à nous, hein. Ils sont nombreux, on va peut-être en parler. Le marché a pu reprendre après le premier confinement qui avait été très strict. Comment se porte l'activité aujourd'hui entre délais à respecter et contraintes sanitaires? Bon, alors on a été quand même impacté de manière importante en 2020 par la crise sanitaire, hein. Vous en avez abondamment parlé dans le journal. Nous, évidemment, dans notre process d'activité. Sur 2020, ça va se traduire en Haute-Savoie par une baisse de 30% du nombre de réservations. Donc sur la Haute-Savoie, on va passer de 3600 réservations à 2500 réservations. Vous êtes confiant pour l'avenir et une reprise, j'ose le terme, normale? Oui, on est confiant, bien évidemment. Nous, on est des chefs d'entreprise. Donc, de toute façon, on garde une confiance dans l'avenir. Maintenant, on doit mettre en place tous ensemble des conditions à la fois sanitaires, puisqu'on voit que cette crise, elle perdure, hein, et qu'on n'est certainement pas sorti dans les mois qui viennent, encore en 2021. Et puis également, nous, on a un gros travail à faire avec les acteurs du territoire, avec les élus. On a des nouvelles réglementations, on va peut-être en parler, qui arrivent et qui sont en train de transformer notre métier. Quels sont justement les motifs d'espoir là, qui vous donnent cette envie de continuer, elle est toujours présente, mais quels sont les motifs d'espoir qui vous permettent d'espérer des jours meilleurs? Alors d'abord, nous, on est des amoureux de notre territoire. Là, la Haute-Savoie, c'est notre territoire, il est vissé dans notre cœur. Et donc, que ce soit les entreprises du bâtiment ou que ce soit les entreprises de promotion, les architectes, toute la chaîne du bâtiment, en fait, vous savez, on construit des logements pour que les gens se sentent bien chez eux. Et donc, on a à cœur de construire de beaux logements, de belles résidences dans notre département qu'on aime. Et donc ça nous motive tous les matins. Alors, je le disais en introduction, vous êtes là donc, pour nous parler des acteurs de la construction en Savoie, une nouvelle association. Vous êtes, vous, le président de la FPI des Alpes. La FPI, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Oui, alors la FPI, c'est l'une des 15 chambres en France de la Fédération des promoteurs. C'est la fédération qui regroupe tous les promoteurs. Donc nous, c'est les Alpes. On est sur 5 départements, dont la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme. Et on fédère 40 promoteurs qui construisent ensemble, sur l'ensemble de ce territoire, chaque année, 7000 logements. Vous parliez tout à l'heure de changements dans votre métier, dans l'approche du métier. Quels sont-ils? Alors les changements principaux, l'adaptation au Covid et tout ce qui nous concerne dans le monde du bâtiment, hein, notamment sur les chantiers où les entreprises ont adapté leur activité pour continuer de travailler. Ensuite, vous savez qu'on a une réglementation nouvelle qui arrive et qui a été décalée, qui est la RE 2020. Alors, pour simplifier les choses, on va dire que c'est une nouvelle réglementation thermique, mais qui est vraiment une révolution par rapport à la réglementation précédente, qui va obliger à construire différemment, qui prend en jeu 2 choses importantes principalement. C'est l'empreinte carbone des bâtiments qui va maintenant être mesurée et qu'on va devoir réduire. Ça, c'est un gros challenge et ça ne va pas être facile. Et puis, on a également la lutte contre le réchauffement climatique, où il faut qu'on prenne en compte le confort d'été. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on isolait très bien pour qu'il ne fasse pas trop froid l'hiver. Maintenant, il va falloir également se prémunir de la chaleur l'été. Pas qu'il fasse trop chaud l'été. Exactement. La FPI fait donc partie des 8 fédérations fondatrices de cette nouvelle association. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous regrouper au sein de cette nouvelle entité? Alors en fait, c'est une histoire qui a démarré pendant le premier confinement. Parce qu'il faut bien quand même se remettre à l'époque dans la situation. 17 mars, tout s'arrête, tout ferme. Donc les chantiers ferment aussi. C'est pas si simple que ça. Fermer les chantiers, ça veut dire les sécuriser. Il y a du matériel sur place. Ils peuvent être visités, c'est dangereux. On peut avoir des vols, on peut avoir des dégradations. Il y a des immeubles qui étaient presque terminés, qui se retrouvent vides du jour au lendemain. Donc on s'est retrouvé finalement confronté à une situation inédite et on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc en quelques jours, on a dû fermer les chantiers, les sécuriser et ensuite on avait des délais, on a des clients auxquels on a promis des livraisons, des données et on n'avait aucune visibilité. Et donc on a décidé que tout seul on n'aurait pas les réponses. Nous les promoteurs, il fallait se regrouper entre tous les acteurs de la construction. Et donc on s'est rapproché des autres fédérations, du BTP, des architectes, des maîtres d'œuvre d'exécution. On s'est rapproché de toute la chaîne pour essayer ensemble d'imaginer la suite. Comment on pouvait ensuite continuer
de travailler ensemble et finalement de sécuriser et d'achever nos constructions. Aujourd'hui, quels sont les principaux objectifs des acteurs de la construction en Savoie-Léman? Alors, le prochain objectif, c'est donc justement, suite à ce rapprochement qui a été opéré au moment du premier confinement, on a vu qu'ensemble, on était beaucoup plus forts, beaucoup plus unis, et qu'en fait, on était beaucoup plus inventifs. Et alors, face aux défis qui sont devant nous, je parlais de la RE 2020, de l'obligation de travailler maintenant de plus en plus avec des matériaux biosourcés, de diminuer l'empreinte carbone, de pouvoir proposer également aux élus qui parfois ont été élus soit pour ne pas construire, soit pour construire différemment. On l'a vu, ces élections, elles ont quand même bouleversé les choses. On va être force de proposition pour pouvoir tous ensemble avoir les réponses, chacun une partie des réponses, et tous ensemble, on est beaucoup plus forts pour pouvoir proposer des nouveaux systèmes constructifs et répondre à la demande de la population. Est-ce que dans le contexte de crise actuelle, le modèle pour lequel vous militez, il est viable? Bien sûr. Bien sûr, parce que de toute façon, si vous voulez, nous, notre métier, c'est de produire du logement. Donc vous avez vu, la Haute-Savoie, en 20 ans, c'est 200 000 personnes de plus. On est passé de 630 000 en 2000, 2020, 830 000. Donc ça fait du monde à loger. Ça fait des gens qui arrivent toutes les semaines, tous les mois. Ça fait un département qui est resté attractif, même si forcément la dynamique, elle est impactée par la crise et par la crise économique qui va suivre. Mais la dynamique, elle repartira. Elle repartira dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va y avoir un temps de latence, mais ça repartira parce qu'on est un département attractif. On est le deuxième département de la grosse région Auvergne-Rhône-Alpes qui construit le plus après Lyon. Donc il y a une demande, il y a une qualité de vie, il y a une envie des gens de venir habiter en Haute-Savoie. Il y a du travail. Donc forcément, nous, on a tous les jours des gens qui ont envie de venir habiter dans nos régions, dans nos villes. Et on est là pour répondre à ce besoin qui ne va pas s'arrêter demain. C'est certain. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous accordez une véritable importance au respect de l'environnement, au développement durable, à toutes ces nouvelles donnes environnementales. Ça se traduit par un manifeste que vous avez choisi de mettre en place? Alors, on est en train d'élaborer ce manifeste. Bien évidemment qu'on va s'inscrire dans la RE 2020, dans lequel il y a déjà beaucoup de choses à ce sujet-là. La réglementation va nous conduire et nous conduit déjà à prendre tout un tas de dispositions pour protéger la planète, hein, parce que de toute façon, on est tous aussi citoyens. Déjà, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les 830 000 personnes qui habitent en Haute-Savoie, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans sa famille dans le bâtiment. On est tous impactés. Donc tout le monde participe à la construction. Vous savez que la construction, c'est le deuxième secteur qui développe le plus de carbone. Donc il faut absolument qu'on réduise notre empreinte carbone. Donc pour les générations futures, il faut qu'on aille vers ça. Ensuite, on est sur un département qui est extrêmement vert, extrêmement montagneux, avec plein de ressources naturelles, et il faut qu'on les préserve, bien évidemment. Donc en fait, si vous voulez, je pense qu'il va falloir construire avec des solutions moins carbonées dans les villes, dans les endroits où il y a déjà une densité et des commerces et des transports qui sont organisés, de manière à préserver les espaces verts qui sont autour de nous et qui sont importants pour le bonheur de chacun. Merci beaucoup, Olivier Gallet. Bonne continuation pour la suite, pour tous ces défis qui vous attendent. Eh bien, merci Sébastien. Merci bien. Un mot de sport pour terminer avec l'équipe de France de ski cross qui est en pleine préparation pour la suite de la saison. Tous les athlètes hommes et femmes étaient à l'entraînement la semaine dernière du côté d'Arèche-Beaufort en Savoie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'objectif des Bleus est simple, être prêt pour les prochaines étapes de la Coupe du Monde. Elles auront lieu en Suède du 20 au 24 janvier et en Allemagne du 29 au 30 janvier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Après la météo de Thierry Paulme, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Jaude pour le deuxième épisode de Panorama consacré cette semaine aux nouvelles glisses. Ce soir, focus sur l'entreprise Plume, fabricante de fixation. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Mercredi, vous retrouvez Fanette de Buisson pour le journal.